Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons commenter 2 vidéos. À la base, je voulais commenter une seule vidéo qui était celle, faite par Underscore, sur l'IA avec Macron, hein, Underscore, une chaîne dont je parle régulièrement parce que j'essaye de vulgariser un petit peu l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Et donc Macron, est interviewé, entretenu par Michael de, Marléave, qui est, le fondateur de cette chaîne YouTube, qui lui pose des questions très intéressantes et on va voir, il y a de quoi commenter parce que c'est intéressant. Mais comme Macron a commis une seconde vidéo, extrêmement intéressante et qui a défrayé la chronique avec cette fameuse carte qui n'a jamais été à l'envers, hein, ça c'est un fake, mais tout de même qui, là c'est un peu de l'humour, il demande à Mistral, l'intelligence artificielle française, comment battre Poutine puisque c'est notre ennemi. Donc la question c'est USA, Europe, France, qui est le patron? Qui est le patron finalement avec, tout ce qui se passe en Ukraine? Donc voilà, je vais jongler avec ces 2 vidéos. Je vais d'abord commencer par la première, qui est la vidéo avec, Macron sur l'intelligence artificielle, là, il y a des petites pépites, il y a des petites choses quand même extrêmement intéressantes. Donc on va commencer tout de suite par, la minute 3. Écoutez. À l'étranger, les anglo-saxons ne savent pas que le mot entrepreneur qu'ils utilisent est un mot français. Donc il y a ces talents-là. En plus, Effectivement, le mot entrepreneur, comme beaucoup de mots, notamment militaires, sont, français, d'origine française dans la langue, de Shakespeare, dans la langue anglaise. Les Français ont une fibre entrepreneuriale, mais elle a été quand même bridée par 44 ans de gauchisme, où, celui qui réussit est un voleur, et cetera, et cetera. Ce qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon, hein, cette mentalité-là est vraiment assez française. Alors maintenant, je saute directement à la minute. Alors, et Macron, lui, c'est un entrepreneur, dans l'âme, hein, c'est un financier. C'est pas un président, c'est un financier. Donc là, je passe, c'est moins intéressant. On va aller tout de suite, là. Écoutez. C'est plutôt des, des- des systèmes fiscaux qui viennent encourager à mettre de l'argent dans des startups en début de course. oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour que... Alors nous, on a. C'est une culture très différente Alors, du risque en fait. il y a plusieurs choses qu'on doit faire. D'abord, sur le début, on a maintenant commencé à constituer un écosystème de business angels, de fonds, et on a quand même fait une réforme en 2017 qui est très importante. Je dis ça parce que là, dans les débats, beaucoup de gens veulent les. Le paradoxe, c'est qu'en France aujourd'hui, on a surtout un débat pour savoir comment augmenter la fiscalité des gens qui réussissent. Et j'allère tout le monde, grosse bêtise. Je veux dire, moi, mon sujet, c'est pas le sujet de l'argent en soi. L'argent, c'est ce qui permet de faire pour l'économie. Aujourd'hui, en France, on a créé un système et de la stabilité. Ça a beaucoup de valeur parce que ça nous a fait revenir des capitaux pour qu'ils investissent dans l'économie. On a mis fin à l'impôt sur la fortune. On n'a gardé qu'un impôt sur la fortune immobilière. Parce qu'on a dit, cet impôt, quand vous êtes riche, que vous faites de l'argent en France, si vous le réinvestissez dans l'économie, on arrête de vous taxer là-dessus. Et ensuite, on a créé ce qu'on a appelé le prélèvement forfaitaire unique. C'est 30% impôt plus charge. Ce qui nous remet dans la bataille européenne et ce qui permet justement, quand vous investissez dans une start-up, quand vous investissez dans le capital risque, vos gains, vous savez tout de suite combien ils seront taxés et ça reste attractif. Et on a besoin de garder ce cadre-là parce que précisément, ça permet de financer l'innovation. Et parfois, on est un peu schizophrène dans le débat de politique économique en France. C'est que tout le monde adore l'innovation, a envie d'en faire plus, dit oui, il faut réindustrialiser, il faut faire de l'innovation, mais personne ne veut assumer les politiques fiscales qui vont avec. Or, dans un monde ouvert, si vous taxez beaucoup plus que vos voisins, les gens vont là où ils sont moins taxés. Et donc, Bon, voilà, un peu de blabla. La France reste toujours le champion d'Europe de la taxation hors pays, totalement socialiste scandinave, enfin le Danemark notamment. Mais voilà, nous, on doit se comparer avec nos 2 grands voisins qui sont l'Allemagne et l'Italie. Et eux, ils sont aux alentours de 26. Donc, effectivement, la France est peut-être un peu améliorée, mais ça reste très, très important. Alors, j'ai sauté quelque chose d'intéressant à la minute 4, donc on va y aller, puisque là, il a raison. Alors, on y retourne. Écoutez. mais en quelque sorte, une nécessité d'apprendre de ses erreurs pour rebondir. Bon, donc ça, c'est culturel. L'autre chose, c'est qu'on a
Voilà, ici, Macron parle de l'UCI et du droit à l'erreur. Alors l'UCI, vous savez, c'est l'intelligence artificielle créée par le CERN, qui est le CNRS pardon, ou le ouais, je sais plus, enfin bref, l'intelligence artificielle créée par la France, étatique, on va dire, par des organismes de recherche et qui a été une catastrophe. Et effectivement, on a le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est une, particularité occidentale, qui n'existe pas partout, ça il faut bien le comprendre. En Asie, par exemple, hein, perdre la face, se tromper, c'est extrêmement grave. Le droit à l'erreur est ce qui permet d'apprendre de ses erreurs, de rebondir et d'évoluer et c'est le cas aux États-Unis, un peu moins en Europe et encore moins en France où on est quand même dans une sorte de caste, d'un système de caste avec des grandes écoles, et cetera et il faut aller, dans une grande entreprise, et cetera et cetera. Mais là, il a fondamentalement raison. Il faut plus de PME, plus de droit à l'erreur. Faire faillite, c'est une expérience. On apprend de ses erreurs. Donc là, je suis absolument d'accord avec lui. Allez, on y retourne, sur la suite, et écoutez. Financière, les banques et les assurances. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, les 3/4 de votre économie sont financés par des acteurs de marché, sur un marché de capitaux, parce qu'il y a ces grands fonds de pension, ces asset managers. Et donc vous avez des gens qui gèrent l'argent de groupes de gens ou d'individus, et ils vont sur les marchés et ils interviennent. Nous, les 3/4 du financement de notre économie, ça passe par les banques et les assurances. C'est intermédiaire. Et il se trouve que nous, Européens, on a plus d'épargne que les Américains. Donc c'est un trésor. Alors là, c'est intéressant, c'est en fait le système de financement américain, effectivement, c'est les fonds de pension hein, que vous connaissez, BlackRock, hein. Donc c'est des énormes fonds de pension qui, quand ils se plantent et ils se plantent avec votre argent. C'est-à-dire, il n'y a plus de retraite. En France, c'est pas le cas, mais effectivement, il faudrait peut-être faire un compromis entre les deux. Et là, ce que dit Macron, c'est qu'en fait, l'Europe et la France en particulier a une énorme épargne. Hein. Vous savez, c'est la rumeur que Macron va voler votre épargne. Non, en fait, c'est pas le cas. C'est que tout simplement, il veut créer une sorte de fonds de pension à l'européenne, à la française, pour investir dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Quand l'argent ne circule pas, ça devient très vite problématique pour l'économie, hein. C'est comme dans votre corps, si votre sang ne circule plus, vous allez rapidement mourir. C'est pareil pour l'économie et ça, il a raison. Il faut faire des fonds d'investissement. Moi, dans une vie antérieure avec mon associé, on a levé des fonds de capital risque, c'était toute une aventure. Il faut que ça soit plus simple, il faut aider les talents. Il faut pas que les talents quittent la France, et ça, c'est lié à l'argent et au financement, hein, ni plus ni moins. Le paradoxe, c'est que depuis la crise financière de 2008-2010, on a mis ce qu'on appelle des règles prudentielles, c'est-à-dire qu'on a durci les choses pour vraiment se dire on veut prendre le moins de risques possible. Ce qui est bien, hein, parce que 2008, je rappelle, c'est les subprimes. L'économie s'est écroulée à cause du néolibéralisme fou américain, hein. On veut pas de ça en Europe, hein, monsieur Macron. Nous, on est la 3e voie, je le répète. Et donc, on a complètement sorti nos banques et nos assurances du financement en fonds propres. Et donc, du financement de nos entreprises, ce qui permet d'en garder le capital et ce qui est un élément de souveraineté. Et encore. Vous avez entendu le mot souveraineté. Donc Macron est un souverainiste, mais schizophrène. On va y revenir après, mais il a raison. Il faut garder la souveraineté de nos belles entreprises, de nos grandes entreprises et petites, je dis grandes par la puissance, l'intelligence, l'innovation. Continuons. Plus du financement de l'innovation. Et donc, toute cette épargne qu'on a, elle est concentrée essentiellement sur du financement d'obligations européennes, et donc de la dette des États ou des entreprises, européennes ou étrangères. C'est beaucoup moins rentable. C'est moins risqué, mais c'est moins rentable. Et en plus de ça, que des entreprises comme des Mistral, etc., n'arrivent pas à avoir des tickets. On pas des tickets exacts. Alors, on peut aller jusqu'à quand même plus de 100 aujourd'hui avec ce qu'on a développé. Bon, là, je vais couper parce qu'en fait, en gros, Mistral, c'est cette très belle entreprise française, une des licornes françaises, qui a effectivement donc a fait le moteur d'intelligence artificielle que je vous invite à utiliser. Au lieu de donner vos connaissances à ChatGPT ou à DeepSeek, hein, vos connaissances partent hein, soit en Chine, soit aux États-Unis, faites alimenter l'intelligence artificielle française. Parce que c'est grâce aussi à vos questions, à vos remarques et à la sollicitation de Mistral qu'elle évolue aussi. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Soyez patriotes.
jusqu'au bout. Et donc Mistral n'a pas pu se financer totalement en France ni en Europe, et donc ils ont ouvert leur capital à des fonds américains. Voilà ce que critique Macron, il a raison. Alors maintenant, faire de la parce que ce dont il va parler ensuite, c'est, de créer des plans de, tritisation, hein, vous savez, des subprimes où on mélange, plusieurs, titres pour limiter les risques. Ça peut être dangereux, donc il faut faire attention, hein, il faut faire attention. Et ensuite, ce qu'il va expliquer, c'est qu'en Europe, là, cette fameuse Europe qu'il aime, en fait, c'est merdique. C'est une Europe merdique parce qu'en fait, il n'y a pas de marché des capitaux européens. D'accord? Donc on peut pas, il y a pas de circulation des capitaux. On croit que c'est le cas, non, c'est pas le cas. Il y a 27 marchés de capitaux, d'investissement, de fonds, il y a pas un fonds de pension européen. C'est un peu le rêve de Macron, hein, qu'on voit ici. Macron, il veut devenir le chef de l'Europe, hein, c'est une évidence. Mais bon, il faut faire très attention, il faut y aller pas à pas, il faut se concerter. Bon, moi, je pense qu'il faut, arrêter l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais bon, on va le comprendre plus tard. Donc là, je vais sauter, directement à la minute 19. Écoutez. Quand il décide d'avancer, il va chercher la fondation à l'époque de OpenAI et lui donne un coup de booster parce qu'il l'accroche à toute son offre. Donc moi, j'appelle aussi ici que tous les grands groupes européens fassent du patriotisme européen, c'est-à-dire... Alors, là, il parlait de Microsoft juste avant, parce que j'ai coupé un peu trop tôt. Microsoft qui a mis un ticket à OpenAI, OpenAI c'est ChatGPT, et là il l'appelle à faire du patriotisme européen. Il veut que les grandes entreprises européennes utilisent des technologies européennes. Écoutez bien jusqu'au bout. Aide nos startups à décoller. Ce qui a été annoncé par exemple au sommet, quand Peugeot et Citroën décident de mettre Mistral comme assistant opérateur embarqué dans les véhicules, ça change tout parce que c'est des centaines de millions, demain des milliards de contrats pour Mistral. Et puis ça va diffuser la pratique et lui permettre d'être plus fort. Et donc nous, on a besoin de deux choses pour qu'on ne soit pas décroché. D'avoir de la constance. Donc d'abord, on a vu tôt. C'est moi qui ai demandé ce rapport. Donc on était là, on n'a pas attendu les grands sommets, on les a organisés. Il parle du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Merci Macron, hein, tout ce qu'il fait est exceptionnel, bien évidemment. 2, c'est d'avoir de la constance, de ne pas lâcher les choses. 3, de garder une politique fiscale et économique qui soit pro-business et pour l'innovation. Et à chaque fois que vous entendez des débats où les gens se disent on va taxer les family office, les gens qui investissent dans l'innovation, rappelez-leur, vous ne pouvez pas aimer l'IA et vouloir que ça change le monde et faire l'inverse quand il s'agit de politique fiscale. 4, libérer le capital en Europe et donc avoir une politique pour avoir nos fonds de pension européens, pour pousser nos banques et nos assurances à aller vers le risque et l'innovation. Et 5, que nos grands groupes soient patriotes. À chaque fois qu'il y a une solution d'IA française européenne, qu'ils l'adoptent, qu'ils l'achètent. En fait, ça c'est intéressant pour l'IA, mais... En vrai, ça marche pour plein d'innovations. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, parfois je trouve qu'on traite l'IA comme si c'était un sujet isolé, alors qu'en fait l'IA en amont, elle est permise par les puces de calcul et la donnée, donc des data centers, et ensuite elle est utile à la fin, pas toute seule, mais dans les applications du logiciel. Or, sur ces deux volets-là, que ce soit le cloud et le logiciel, la situation française, en fait, elle est plutôt catastrophique. Les 3 hyperscalers US, donc AWS, Microsoft et Google, ils captent 80% de la croissance du cloud public en France. Et il y a Alors là, en fait, Michael remet sur le tapis quelque chose de très intéressant. Vous avez sans doute entendu parler, c'est qu'en fait, le cloud, ce sont des serveurs où vos données sont stockées. L'Europe n'a pas vraiment de solution. Donc, il parle des solutions américaines où, vous savez, toutes vos données de santé sont hébergées sur des serveurs américains, notamment Microsoft. AWS, c'est lui qui va héberger les données d'EDF. Donc en fait, ce que dit Michael ici, c'est qu'en fait, il n'y a aucun patriotisme en réalité, puisque toutes ces grandes entreprises françaises, privées et publiques, mettent nos données sur des serveurs donc étrangers, hors sol. C'est pas en France, c'est aux États-Unis. Et dans lequel, quand vous acceptez de mettre vos données sur ces machines, en fait, le propriétaire, AWS, Microsoft ou autres, Google, peuvent utiliser vos données pour de l'entraînement d'intelligence artificielle, pour des statistiques, pour ce qu'on appelle le big data. On a entendu par exemple le patron de la BPI déclarer « La bataille du cloud est d'ores et déjà à peu près perdue », ce qui est quand même impressionnant. On dirait que les décideurs, ils voient un peu les ruptures technologiques comme des vagues. Et si on en a raté, en fait, on peut attraper la suivante. Mais en fait, c'est un peu un fantasme parce que ça marche pas en vague. C'est des interdépendances, c'est des chaînes de valeur qu'on crée. Alors après, moi je dis jamais que c'est perdu.
pense que c'est une erreur. Sur le cloud, on s'est bien battu tout seul. Comment vous expliquez quand même ce... Vous avez entendu ce qu'a dit Macron? Sur le cloud, on s'est bien battu tout seul. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'Europe là, d'accord? Là, il parle de la France. Et c'est exact, puisque la France, avec Dassault, par exemple, a créé un cloud souverain. Donc, il existe des solutions françaises avec Dassault, souveraines, protégées, où nos données restent en France, où elles ne sont pas exploitées par des concurrents américains. Et là, l'Europe n'a rien fait. Donc Macron, soyez réaliste, vous le dites vous-même, on s'est battu seul. Pourquoi est-ce que vous voulez de cette Europe qui n'est absolument pas solidaire? Pourquoi? C'est une obsession. C'est quoi? Vous fourvoyez dans un trou. Bah, c'est Stade simple. d'échec. Non, mais parce que ça, c'est très simple. Vous avez, avec les grandes plateformes qui ont agrégé nos réseaux sociaux et qui ont développé derrière des capacités, des gens qui ont pris la vague de l'innovation, qui l'ont consolidée, qui ont réussi à acquérir du chiffre et qui après se mettent sur toutes les vagues successives et essaient, soit en faisant en quelque sorte de la ventelier, de tirer profit, de ne pas laisser les autres entrer. Super pour eux, très bien, il faut aussi qu'on en profite, que ça nous fasse de la croissance. Mais nous, il faut qu'on se dise sur quel bloc on doit avoir de la souveraineté et comment avoir des acteurs qui prennent la suite. Sur le cloud, la France s'est battue toute seule. Moi, je l'assume totalement, je pense qu'on avait raison de se battre. Il le redit, la France s'est battue toute seule et nous avions raison. Elle est où la solidarité européenne, monsieur Macron? Il est où votre rêve? Est-ce que c'est totalement perdu? Ce sera très dur. Et je pense que ça va prendre du temps. Mais pourquoi? Parce que certains de ces hyperscalers sont allés voir nos compétiteurs en Europe et ont dit « Ne suis pas les Français, moi je te donne 4 milliards, 5 milliards d'investissements et tu viens prendre chez moi. » Alors, donc, en fait, l'Europe n'existe pas. La solidarité européenne n'existe pas, puisque AWS, Microsoft, Google sont allés voir les Polonais, les Lituaniens, les Allemands, etc., etc. Et on dit non, non, mais ne travaillez pas avec des solutions françaises, travaillez avec nous. On est meilleurs, on est plus riches, on est plus beau, plus grand, plus fort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, monsieur Macron, elle est où la solidarité européenne dont vous parlez? Pourquoi ne pas rester français? Pourquoi ne pas sortir de l'euro, de l'Union européenne et redonner de la souveraineté à la France, quitte pour ensuite refaire une Europe des nations? C'est ça la solution, monsieur Macron. Vous le savez, puisque vous le dites à travers ces quelques phrases. Qui est très dur parfois. Donc, nous, on va continuer de se battre pour essayer de sécuriser les choses, mais De se battre seul. c'est un combat qui n'est pas bon. Par contre, sur les data centers et les capacités de calcul, je ne crois pas du tout que ce soit perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement ce que vous disiez. On a besoin de quoi pour faire ces data centers et ces capacités? Bon, là, il va parler des data centers, des puissances de calcul, etc. Il va dire qu'une fois de plus, la France est bien placée. On a ST Microélectronique, etc. On construit des puces, etc. C'est vrai. Mais bon, voilà. Allez, on passe directement à la minute 25. Cloud et dans le numérique. Et le constat qui me dresse, c'est plutôt que le patriotisme économique, en France, il n'existe pas vraiment. Par exemple, en ce moment, on a EDF qui passe un contrat de 860 millions d'euros avec AWS. On a l'assurance maladie qui utilise Microsoft pour héberger les données de santé des Français, SNCF, BPI, ministère des Armées, Bouygues. Tout ça, c'est des centaines de millions d'euros qui partent chaque année dans la poche des Américains. Comment ça se fait? Ben, c'est simple, c'est parce que quand vous n'avez pas de technologie qui est aussi compétitive, vous avez un grand problème pour leur imposer. On a beaucoup poussé des solutions de cloud avec Dassault Systèmes ou autres. Je ne veux pas ici faire de... Je pousse beaucoup d'entreprises françaises, mais j'assume à fond. Et ils en ont. Et donc, moi, mon message, c'est à chaque fois que Dassault Systèmes peut vous fournir une solution, elle est totalement sécurisée, cloud souverain, prenez-la. Mais après, sur certains modèles, certaines offres, on a en effet des retards qui existent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut redoubler pour avoir des capacités à innover, à faire en européen. Mais là où vous avez un point, c'est sur le cloud, c'est un sujet sur lequel on s'est fait totalement dépasser. Et c'est un sujet sur lequel on a été divisé. C'est pas la même chose sur les semi-conducteurs, C'est un sujet sur lequel on a été divisé, oui, parce que l'Europe n'existe pas, parce que les autres pays européens vous ont trahi, monsieur Macron. Tout simplement, ils ne voulaient pas d'assaut système. Rien n'a qualité. C'est parce que la solidarité européenne n'existe pas. Il y a 27 langues, 27 mentalités, 27 pays, 27 marchés. L'union de cette Europe est juste un rêve. Alors, il faudrait
créer une seule langue, il faudrait conquérir ces 27 pays, qu'on parle tous français. Mais les Allemands veulent-ils parler français? C'est pas certain. La même chose sur les data centers. Et donc aujourd'hui, moi je pousse les entreprises, j'ai réuni ici là les grands champions européens de l'IA avec les grandes entreprises européennes, et je leur ai dit achetez. Et donc vous avez raison, à chaque fois qu'ils préfèrent une solution américaine quand il y a l'équivalent européen qui existe, ils font une erreur parce qu'ils reculent de 2 cases et ils font reculer leur économie. Bon, ils font une erreur. Là, il dit que même les Européens, c'est-à-dire la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, etc., ne veulent même pas acheter de solutions européennes parce qu'ils sont contraints psychologiquement, financièrement, par les États-Unis. D'accord? C'est ça la réalité, c'est qu'en fait, nous sommes une colonie américaine. Macron, vous le savez, vous le dites vous-même, donc sortons de cette colonisation, redevenons souverains en France. Système. Et dedans, il y a des, ça, c'est des réflexes. Il y a des groupes, effectivement, il y a aussi beaucoup d'entreprises du public. Et on dit effectivement parfois que les acteurs français ils sont pas assez matures pour obtenir ces contrats. Donc déjà, c'est pas toujours vrai. Parfois, il y a aussi vous connaissez le dicton personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté du IBM. Donc il y a ce côté, en fait, on prend ce qui marche, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan des fonctionnalités, c'est absolument pas dit qu'il y a un manque de maturité si important. Mais je suis pas, moi, c'est pas ce que je dis d'ailleurs. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Et surtout, il y a un problème de l'œuf et de la poule, parce que quand on regarde l'histoire des géants américains, on constate notamment que la commande publique a un rôle hyper important dans leur éclosion. AWS a signé dès 2013 $600 millions avec la CIA. Microsoft, ils ont des contrats énormes avec l'administration, le Pentagone, etc. Pourquoi il n'y a pas au moins 10%? Alors, bon, ça, Michael vient d'aborder un point extrêmement intéressant. C'est en fait, toutes ces grandes startups américaines, Tesla compris, ils vont en parler après, ont toutes été financées par de l'argent public américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les libertariens qui rêvent que c'est que privé, non, ce n'est pas que privé. Si on prend SpaceX, par exemple, c'est la NASA, donc l'État américain, donc les impôts des contribuables américains qui la financent à hauteur de 80-70%. Et donc, en fait, c'est pour ça que Tesla peut ensuite proposer dans le marché privé des prix imbattables que Ariane 6 ne peut pas battre. Et donc, ce que dit Michael à notre cher président, c'est mais pourquoi on ne fait pas la même chose en France? Et là, il va dire ah, on ne peut pas parce que c'est pas légal en Europe. Mais on s'en fout de l'Europe. Donc en fait, Macron, après, il va nous dire ah ben, on a fait la priorité européenne, mais la priorité française n'existe pas. Donc c'est un monde de dingue, d'accord? C'est le délire total. Bon après, il parle un petit peu de grandes entreprises françaises qui se sont développées et cetera, donc Mistral bien évidemment. Et là, on va aller tout de suite à la minute 36, parce que là, il va y avoir un truc hyper intéressant. Alors, financer leur développement, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie assumée en européen. Sur le cloud, je le distingue du reste. On n'a pas de stratégie européenne sur le cloud. Donc, il n'y a pas de concertation. Mais alors, pourquoi on est en Europe, monsieur Macron? Aujourd'hui, quelle est ma difficulté? On n'a pas été suivi par les autres Européens. Donc, on a avancé un peu seul. On a à continuer l'innovation et essayer d'avoir des acteurs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, à continuer l'innovation et essayer d'avoir des acteurs. Excusez-moi, j'ai cliqué au même endroit. Donc, Macron dit quoi? Il dit qu'il n'a pas été suivi par les autres Européens. Hein, on revient un petit peu sur le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les autres Européens ne veulent pas de solution européenne. Ils veulent pas de solution française. Donc en fait, vous êtes tout seul, monsieur Macron, dans le bateau, à vous battre. Et vous voulez toujours créer cette Europe qui ne veut pas d'unité. On en parlera après, mais dans l'armement, c'est exactement pareil, voire pire. Donc pourquoi perdre tout ce temps, monsieur Macron? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Je vous le remets. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie assumée en européen. Sur le cloud, je le distingue du reste. Aujourd'hui, quelle est ma difficulté? On n'a pas été suivi par les autres Européens. Donc, on a avancé un peu seul. On a des acteurs, vous les avez cités, OVH, on a aussi des grands acteurs, il y a d'Orange, j'essaie d'avoir du cloud. On a poussé Dassault Systèmes sur le cloud souverain. On a des solutions qui existent. On essaie maintenant de développer avec aussi Eutelsat des réponses, parce qu'on a besoin d'avoir aussi des réponses avec des constellations pour sécuriser des capacités. Donc, on est en train, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais moi, je ne lâcherai pas cette affaire, parce que vous avez parfaitement raison de revenir sur ce sujet de manière régulière. Bon, voilà. Donc en fait, si vous voulez, la France est seule. La France est le seul pays en Europe à avoir un cloud souverain, à avoir une politique claire de souveraineté vis-à-vis du colonisateur
numérique américain. Macron le sait, Macron nous le dit ici, mais il veut toujours de l'Europe. En fait, Macron est un sado-masochiste. Il aime se faire mal. Parce que s'il était logique, il sortirait de cette Union européenne qui ne veut pas de solidarité, qui ne veut pas de souverainisme européen. Mais non, il continue, il insiste. C'est comme une maladie mentale. Là, j'avoue que c'est peut-être clinique à ce point-là. Parce que pourquoi vouloir à tout prix de cette Europe qui ne fonctionne pas? C'est quand même assez étrange. Donc voilà, moi j'ai un peu terminé sur ce volet-là, parce que on va quand même passer à la seconde vidéo, qui qui est aussi extrêmement intéressante. Mais bon, là, vous l'avez compris, hein, pour résumer, il n'y a pas de solidarité européenne, il n'y a pas de cloud européen. Tout le monde va dans son sens. Les Américains nous divisent, les Américains achètent, les Américains nous corrompent, et Macron a ses solutions souveraines françaises. Les autres pays européens n'en veulent pas, mais ils continuent désespérément à vouloir de cette Europe qui n'est pas souveraine. Voilà, donc pour moi, c'est presque une maladie à ce stade-là, ou alors, je sais pas, une illusion, mais voilà, à un moment donné, il va falloir quand même un petit peu se ressaisir, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. En quoi notre sécurité... Alors, maintenant, je vais passer à la seconde vidéo, celle qui a fait un peu qui a défrayé la chronique, avec la carte. Macron nous explique que notre ennemi numéro un, c'est les Russes, la Russie, c'est Poutine, qu'il faut se préparer au pire, c'est-à-dire se préparer dans les 10-20 ans à venir à une guerre, puisque les Russes vont nous envahir. Alors, bon, why not? Pourquoi pas? On va un petit peu l'écouter et on va ensuite, bien évidemment, commenter tout cela. Ça va être extrêmement intéressant. est en jeu. Et comme je vous l'ai dit, je commençais par là, mais vous m'avez apparemment pas entendu au début de l'échange. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle en effet de l'Ukraine. Vous la voyez. Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Bon là juste, au passage, bon je sais pas, le service communication aurait peut-être pu laminer, plastifier la carte, hein, pas juste un petit bout de papier, mais enfin bon, ça fait un petit peu amateur, mais bon, c'est peut-être voulu, c'est peut-être fait exprès. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne, et ça a été un cessez-le-feu, des discussions. Alors bon, là, il y a beaucoup à dire, monsieur Macron, sur les accords de Minsk. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup à dire. Je rappelle ce que c'est que les accords de Minsk. Ce sont des accords qui ont eu lieu en 2014 pour pousser à la paix, pour qu'on puisse promouvoir cette paix. Et là, Monsieur Macron, vous dites qu'en fait, ces accords, les Russes ne les ont pas respectés, hein. Alors, j'ai demandé à Mistral, votre intelligence artificielle préférée, hein, celle que vous utilisez pour demander comment battre Poutine. Hein, je vous remonte à la petite vignette parce qu'elle est rigolote. Voilà. Mistral m'a répondu ceci. Donc, écoutez, ouvrez vos oreilles, monsieur le président. Hein. Les accords de Minsk fait référence à deux accords internationaux signés en 2014 et 2015 visant à mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a effectivement fait des déclarations en 2022 concernant les accords de Minsk. Elle a indiqué que ces accords avaient été un moyen de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se renforcer militairement et de mieux se préparer face à l'agression russe. Cette révélation a suscité des débats sur la diplomatie internationale et les intentions réelles derrière ces accords qui étaient officiellement présentés comme un effort pour résoudre pacifiquement le conflit dans l'est de l'Ukraine. Donc en d'autres termes, ces accords étaient juste pour gagner du temps, pour armer l'Ukraine, qui, je le rappelle, était en guerre civile contre les indépendantistes de l'Est. Hein. Les russophones voulaient devenir indépendants suite à la révolution de couleur qui a eu lieu dans leur pays. Donc c'est Angela Merkel qui dit ça à Monsieur Macron. Donc là, il faut quand même arrêter de mentir comme un arracheur de dents, puisque si vous voulez que les Russes viennent à une table de négociation, il faut un peu les respecter et arrêter de les
ridiculiser à ce point-là. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer, monsieur le président? Hein? Politique. Et nous espérions, et nous on a vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé Alors, pareil, une guerre d'agression. Alors certes, oui, les Russes sont rentrés en Ukraine, mais avant, il y avait eu quand même dans le Donbass, donc ces régions roses qui nous montrent, les régions qui veulent devenir indépendantes, hein, il y a eu quand même un référendum, il me semble, on a demandé à la population s'ils voulaient devenir russes, enfin être rattachés à la Russie, et ils ont dit oui. Comme il y a eu un référendum en Crimée, pour la même chose, et ils ont dit oui également. Alors moi, je veux bien que tout soit corrompu en Russie, mais voilà. Donc du point de vue russe, ce n'est pas une guerre illégitime, puisqu'ils interviennent pour protéger leur population qui est sous la menace du feu ukrainien de l'Ouest, et ça, c'est un fait avéré. Donc en fait, ce n'est pas une guerre d'agression, mais de libération de leur point de vue. Alors, ça se discute, hein, bien évidemment, mais les Russes sont dans la légalité vis-à-vis de ce référendum. En d'autres termes, je vais donner un autre exemple pour bien comprendre. La Belgique, ce beau pays que j'aime beaucoup, est un pays un petit peu artificiel comme l'Ukraine. C'est-à-dire, en fait, il y a deux populations. Il y a la population francophone, les Wallons au sud, et au nord, il y a la population flamande qui parlent le flamand et pas du tout le français, qui sont des Hollandais. Donc les Wallons, on va dire c'est des Français, et les Flamands, ce sont des Hollandais. Alors bien évidemment, hein, les Belges vont me dire ah non, etc. Mais bon, ça c'est le fait. Imaginez que tout d'un coup, et c'est un peu le cas d'ailleurs, hein, que les Flamands commencent à prendre le pouvoir, qu'il y a un coup d'État d'extrême droite chez les Flamands belges, et qu'ils décident, si vous voulez, de discriminer la population wallonne, et qu'ils décident d'interdire la langue française. Tout le monde doit parler le hollandais, le néerlandais, que les populations francophones n'aient plus accès à différents métiers ou autres. Enfin, vraiment, ils sont brimés, ils sont clivés, ils sont des citoyens, ils deviennent des citoyens de seconde zone. Et tout d'un coup, ça ne suffit pas, puisque, comment dire, ces citoyens de seconde zone se révoltent. Alors la France aide un petit peu, hein, on va les aider, c'est quand même nos cousins, c'est quand même nos frères. Donc on les aide, on les arme, et il y a une révolte, et les Wallons veulent devenir autonomes, indépendants, ils veulent se détacher des Wallons. Hein, imaginez, Bruxelles veut se détacher, et donc il y a une guerre civile qui éclate. Eh ben, la France va aider les francophones, c'est une évidence, tandis que les néerlandophones vont être aidés par la Hollande. C'est une évidence. Et que tout d'un coup, si vous voulez, il y a un régime autoritaire qui se met en place d'extrême droite, on va dire néo-nazi, se réclamant que la Waffen-SS wallonne, pardon, wallonne, que la Waffen-SS hollandaise, etc., brime les Wallons, qui sont des sous-races, parce que c'est des latins, des francophones, etc., etc. Et ben, à un moment donné, un référendum a lieu chez les Wallons, dans les régions wallonnes de la Belgique, et on demande, voulez-vous être rattaché à la France? Ils disent oui à 80%. Et bien sûr, les Hollandais et le reste du monde ne le reconnaît pas, mais ça permet à la France, légalement, d'envoyer des troupes pour sécuriser les Wallons. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Alors c'est un petit peu différent, mais en gros c'est ça. D'accord, monsieur Macron? Donc en fait, il faut arrêter de toujours nier les choses et de toujours accuser l'autre, parce que ça devient pénible à force, et c'est surtout, ça vous discrédite tellement vous mentez. des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Alors, ça c'est pareil, en fait, vous faites des raccourcis, les Russes auraient très bien pu tout bombarder à la méthode américaine et envahir l'Ukraine très rapidement, en massacrant des milliers et des milliers de civils. Mais ils font extrêmement attention
Donc en fait, de dire que c'est un échec, c'est quand même aussi un raccourci. À force d'humilier les Russes et de raconter n'importe quoi, comment voulez-vous être accepté aux tables de négociation avec ces derniers, monsieur Macron? Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement repoussé Oui, l'Ukraine est brave, hein. Il y a aucun doute là-dessus, mais elle a aussi commis des crimes de guerre, hein, il y a pas que les Russes méchants et les gentils Ukrainiens, hein, il faut arrêter les bêtises. au nord du pays. Et depuis 3 ans, on a en effet la guerre dans cette zone que vous voyez, qui est en rose un peu plus foncé. Alors utilisez un autre doigt, s'il vous plaît, monsieur Macron. Et ce qui est limité en jaune là, eh bien, c'est ce que la Russie Voilà, merci, c'est mieux, merci. veut conquérir en quelque sorte. Voilà. Et donc vous voyez que depuis 3 ans, c'est sûr. Non, alors c'est pas forcément conquérir, parce que je vous l'ai déjà expliqué, d'un point de vue russe, c'est libérer, hein. Pensez aux Wallons, que la France va libérer. Donc, vous voyez, il faut être un petit peu honnête. Et les Américains sont beaucoup plus honnêtes. Enfin, l'administration Trump est plus honnête que vous, parce que vous mentez comme un arracheur de dents. C'est-à-dire, en fait, c'est 100 les méchants russes et 100 les gentils ukrainiens. Non, il n'y a pas eu de coup de révolution, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a pas la CIA qui était derrière, il n'y a pas eu des millions de dollars versés, il n'y a pas des néo-nazis qui sont mis sur le devant, il n'y a pas du bandérisme, il y a pas enfin, tout va bien, en gros. Un petit, au fond, théâtre de jeu que les choses se passent. Mais cette guerre est terrible parce qu'elle fait depuis 3 ans, en ce moment même, environ 1000 morts par jour. Cette guerre est terrible, c'est exact. Alors pourquoi vouloir la continuer, monsieur Macron? Pourquoi l'avoir alimentée? Pourquoi est-ce que lorsque la première réunion de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie, l'Angleterre est intervenue pour rompre cet accord? Sur le théâtre d'opération, 1000 morts par jour, de part et d'autre. Ce qui fait 1000 morts et blessés pardon, par jour de part et d'autre. Ce qui fait que depuis le début de cette guerre d'agression lancée par la Russie, on a environ 1 million de morts et de blessés au total. Donc le bilan humain, vous le voyez, est colossal. Alors nous, dès le début, qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctionné la Russie parce qu'elle a lancé cette guerre d'agression, elle ne respectait pas le droit international, elle nous menaçait. Elle ne respectait pas le droit international, une fois de plus, c'est discutable, parce qu'il y a eu un référendum dans les régions autonomistes de l'Est de l'Ukraine. Mais ça, vous n'en parlez pas. C'est toujours pareil, c'est ce deux poids, deux mesures est presque limite insultant pour les autres. Et quand vous insultez, les personnes avec qui vous êtes supposé négocier, ça va pas forcément bien se passer, il me semble, hein. Enfin, je me permets d'avancer cette hypothèse. On a tout de suite réagi dès le lendemain. Et puis on a aidé l'Ukraine. Mais on s'est toujours donné une règle. Aider l'Ukraine à résister, mais nous ne sommes pas partis de cette guerre et on ne veut pas d'escalade. Alors ça, c'est tout le paradoxe, de cette histoire. C'est qu'en fait, aider l'Ukraine à mourir, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on aide l'Ukraine à mourir. D'accord? Soit on fait la guerre à Poutine et on la fait pour de vrai. Ou soit on fait la paix. Mais là, on alimente, on subventionne, on paye l'Ukraine pour qu'elle meure. Donc, je pense pas que ça soit très cohérent stratégiquement. Donc, soit on fait la guerre à Poutine parce qu'il est vraiment méchant, c'est vraiment une menace pour l'Europe, c'est vraiment la menace. À ce moment-là, on l'attaque. Mais là, on ne fait que laisser les Ukrainiens mourir. Depuis 3 ans, cette situation est là. L'Ukraine a formidablement résisté, mais la situation est évidemment très préoccupante. Quel est notre objectif? Une paix durable et solide. Une paix parce que vous le voyez bien, ça ne peut pas durer. Et en quelque sorte, l'Ukraine ne peut pas reconquérir par la voie militaire ses territoires. Bon, très bien, c'est un fait. Elle ne pourra pas reconquérir ces territoires parce que ces territoires ne veulent pas être ukrainiens. Ils veulent être russes. C'est une guerre civile, monsieur Macron. Ce n'est pas une guerre entre deux pays. C'est une guerre civile. Les Russes sont venus à la demande des régions autonomes les libérer, tout simplement. Pensez à la Belgique, aux Wallons et aux Flamands. Et la Russie ne peut pas, par une voie militaire, aller beaucoup plus loin. Et le bilan humain est énorme. Ça, je ne sais pas. Une fois de plus, les Russes ne veulent pas tuer de populations civiles. Si les Russes se mettaient à bombarder massivement l'Ukraine, je pense que, un peu comme à Gaza, ce que ont fait les Israéliens, c'est-à-dire de détruire
toute, trace d'urbanisme, de ville, de vie, ça changerait peut-être beaucoup les choses, hein. Mais comme c'est leurs cousins, leurs frères, ils font attention. Ils ne sont pas, des brutes épaisses, ce que vous décriez depuis le début, les voleurs de puces et cetera. Et donc nous, notre objectif, c'est d'avoir la paix, mais une paix durable, c'est-à-dire une paix qui permet à l'Ukraine eh bien, d'être stable, d'avoir des garanties de sécurité, d'avoir le droit international qui est reconnu, une paix qui soit négociée par les Ukrainiens, et comme on le voudrait pour nous-mêmes si ça nous arrivait. Oui, sur le fond, vous avez raison, mais est-ce que Zelensky représente l'Ukraine? Il n'est plus élu, c'est un dictateur. Il n'est pas les Américains, le disent clairement aujourd'hui. Les propositions de Trump, qu'il a faites à Gaza et en Ukraine, sont cohérentes, logiques. Il veut aller de l'avant et faire la paix. Mais est-ce la volonté de Zelensky aujourd'hui? C'est pas évident. Un plan de reconstruction, etc., etc. En même temps que la Russie a fait tout cela, elle s'est réarmée. Plutôt, elle a accru son armement. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré dans les dernières années. Et pourquoi? Je rappelle que Monsieur Poutine a demandé son adhésion à l'OTAN. Je rappelle que Monsieur Poutine a juste demandé, une fois qu'il a été refusé de rentrer dans l'OTAN, a juste demandé qu'il n'y ait pas une profidération, une propagation d'armes contre lui. C'est pas lui qui a comment alors, il y a des gens qui vont dire: «Si, c'est eux les Russes qui ont commencé». Oui, OK, les Russes, le pacte de Varsovie, mais le pacte de Varsovie a été dissous à la fin de l'Union soviétique. L'OTAN n'a pas été dissous, il me semble, bien au contraire. La plupart des pays satellites de l'Union soviétique sont rentrés dans l'OTAN, dont la Pologne, par exemple. Alors oui, il y a un historique, bien évidemment, mais c'est pas les Russes qui ont déclenché cette escalade vers l'armement en Europe, c'est plutôt l'OTAN. Il faut être honnête. Et si les Russes se réarment aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus trop le choix. Si les Russes vont vers la Chine aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus trop le choix. C'est que c'est quand même nous qui les avons poussés dans ces conditions, hein. Elle a produit un effort de guerre considérable, ce qui fait que la Russie aujourd'hui, elle, elle investit dans la production des armements 10% de son produit intérieur brut. C'est exact, mais monsieur Macron, sachez que cette guerre est aussi une opportunité pour nous puisque regarde non pas celle-là, excusez-moi, regardez ma vidéo, «La France a doublé la Russie». Nous avons dépassé les Russes en tant que marchand d'armes. Nous sommes le second marchand d'armes au monde, puisque un pays comme l'Inde, avec lequel vous êtes très proche et vous faites un très bon travail de VRP, vous êtes un très bon VRP, vous êtes un très bon vendeur, vous êtes un homme d'affaires, vous n'êtes pas un bon président, mais vous êtes un excellent homme d'affaires. Il faut continuer. Vous avez vraiment poussé des ventes à l'Inde, mais aussi à l'Égypte, etc. Et nous avons dépassé les Russes parce que les Russes sont maintenant un peu considérés comme des troubles-fêtes. Donc en fait, c'est une opportunité pour la France. Il faut en parler de ça. Donc c'est peut-être une des raisons cachées de cette guerre qui permet aux Américains, enfin jusqu'à aujourd'hui, d'écouler des stocks d'armes, etc., aux Français également, et surtout de vendre des armes. Donc c'est peut-être un peu plus complexe que juste le bon, le gentil et le bon méchant. Nous, en France, c'est 2%, et on a quasiment doublé notre budget depuis que je suis là. Donc vous voyez l'effort qui est produit. Alors, je le rappelle aussi au passage, pendant que j'y suis, parce que ça me vient à l'esprit, c'est qu'on aurait peut-être dû écouter monsieur Jean-Pierre Petit pour les missiles hypersoniques, hein? On a du retard. Donc, bon, heureusement, on est toujours souverain avec l'arme nucléaire. D'ailleurs, l'arme nucléaire, ces Français ne la donnaient pas aux Allemands. C'est ridicule. Il faut devenir souverain, vous le savez, vous parlez de souverainisme économique. Eh bien, c'est pareil dans l'armée et dans les armes, monsieur Macron. Beaucoup plus que tous les autres pays, et c'est à nos frontières, aux portes de l'Europe. Donc c'est une menace en soi. Et la Russie, pour vous donner là aussi quelques chiffres, hein, mais elle a des capacités aujourd'hui qui se sont développées. Donc, heu que les Russes soient, aux portes de l'Europe, oui, allez, aux portes de l'Ukraine, qui veut dire frontière. Mais moi, je pense que nous, la France, on est un petit peu plus proche de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, par exemple. C'est peut-être plutôt vers ces pays-là qu'il faudrait se tourner, et peut-être renégocier des accords économiques et militaires. On est plus proche de la Méditerranée que de l'Ukraine, que de la Lituanie, que de la Biélorussie, monsieur Macron. On a un historique, d'amitié avec les Russes, mais nous, géographiquement, la France est bien plus proche de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie que de ces pays
proches physiquement, mais proches également mentalement, proches également par la langue. Ce sont des pays francophones. On a plutôt intérêt à se rapprocher de l'Algérie, qui est dans les bras des Russes, qui viennent de leur acheter leur avion de 5e génération au lieu d'acheter des Rafales. Voilà, c'est ça notre danger. Et là, les Russes sont des ennemis en termes de géopolitique. J'en suis tout à fait là, je suis d'accord. Les Russes ne sont pas nos amis, comme les Américains ne sont pas nos amis. Ils nous chassent en Afrique, ils nous chassent un peu partout. Oui, ça, il faut réagir. Oui, il y a de l'ingérence russe, bien évidemment. Mais de dire que les Russes sont notre ennemi et qu'ils vont envahir l'Europe, ça, c'est du délire. Je ne dis pas que dans 50 ans, ça pourrait pas avoir lieu. Mais tant que Poutine est là, je ne pense pas que c'est lieu, parce que Poutine est un homme, est un juriste qui fait très attention aux lois internationales, etc. Mais par contre, derrière lui, il y a peut-être des gens beaucoup moins gentils. Ça, c'est possible. Et qui sont considérables. Je vous mets là des chiffres du ministère des Armées, mais je peux vous les dire. C'est 1 300 000 hommes, 8 000 blindés, 1 200 avions de combat, 900 hélicoptères. Et elle continue de produire. Ce qui fait qu'au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. Parce que ces dernières années se sont multipliés les assassinats d'opposants politiques, les actes terroristes sur le sol européen, chez les Britanniques par exemple, des menaces qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire pousser des... Bon, oui, les Russes, sont impérialistes, pas plus ou pas moins que les Français ou que les Américains. Chaque nation veut se protéger et se protéger, c'est préparer la guerre. Voilà, c'est pas nouveau. Si vous étiez un peu moins cohérent, vous seriez dans la troisième voie, à la De Gaulle, et vous ne seriez ni russe, ni américain, monsieur Macron. La France, c'est la troisième voie. Nous sommes autonomes, nous sommes souverains, vous le dites vous-même, nous sommes souverains. Vous avez créé un cloud souverain. Eh bien, soyez souverains. Nous, on n'est pas européens, l'Europe n'existe pas, vous l'avez dit vous-même. Les Européens achètent des armes américaines. Les Polonais, ils ont acheté des Rafales. Non. Qui nous achète des Rafales? Eh ben, c'est peut-être ces pays-là, nos amis. L'Égypte, la Yougoslavie, la Grèce, la Croatie, mais pas l'Allemagne, pas la Pologne, pas la Lituanie, pas la Hollande, etc., etc. Donc, il faudrait peut-être un petit peu revenir sur Terre et être souverain économiquement, militairement et politiquement, monsieur Macron. des migrants à la frontière pour déstabiliser un pays, ce qui a été fait. C'est exact. Des migrants ont été amenés via la Biélorussie sur la frontière polonaise. Et ça, c'est pas bien. Vous le dites. Mais alors pourquoi les migrants qui viennent d'Afrique du Nord via la Libye, que votre prédécesseur a détruit, on n'en parle pas? Ça, c'est pas grave. Nous, on est attaqués tous les jours par une invasion migratoire. Je ne condamne pas les pauvres migrants eux-mêmes, qui sont des victimes, comme nous. Mais il y a bien une machination, il y a bien des gens qui financent ça derrière. Et ça, c'est pas grave. Mais alors, si les Russes envoient des migrants en Pologne, ça, c'est grave. D'accord? Encore ce deux poids, deux mesures. Donc, l'Europe occidentale peut être envahie par des vagues de migrants, mais si ça vient de Russie, là, c'est condamnable. Mais si ça vient de Libye, par des systèmes mafieux, financés par des organismes comme Soros, heureusement que Trump a mis maintenant le doigt là où ça fait mal avec l'USAID, qui finançait tous ces programmes migratoires. Arrêtez de regarder loin. Regardez chez vous, monsieur Macron. Faisons le ménage chez nous tout de suite au lieu d'aller critiquer les Russes. Ces derniers mois encore, à la frontière avec la Pologne, des attaques cyber massives, à peu près partout en Europe, des manipulations d'élections, comme en Roumanie. Et puis la Russie, elle a changé de posture. Donc en fait, c'est effectivement, c'est les Russes qu'on fait que la Roumanie avait élu leur président et que l'Europe a dissous. Donc si demain l'AfD gagne en Allemagne, ça sera aussi les Russes. Hein. Et si Trump a été élu, c'est aussi les Russes. Les Russes ont bon dos. Si l'économie de la France va mal, c'est les Russes. En fait, les Russes sont l'excuse à tout. Et c'est jamais de notre faute. Ça, c'est un problème grave. D'ailleurs, comme tout à l'heure sur la vidéo sur l'intelligence artificielle, c'est jamais de notre faute, c'est jamais de votre faute. Vous êtes parfait, c'est la faute des autres. Ça, c'est un syndrome bien et typiquement français.
ces dernières années parce qu'elle a accru sa menace à notre égard. Je vais vous donner 2 choses très simples qui ont été impensables il y a même 3, 4 ans. Elle a décidé ces derniers mois, sur le front ukrainien, d'impliquer plusieurs milliers de soldats nord-coréens. Alors ça, c'est extrêmement drôle. Bon, déjà, on ne sait pas trop si c'est possible, mais imaginons que ça soit le cas. Heu et côté ukrainien, il y a pas de mercenaires, il y a pas des Colombiens, il y a pas des Polonais, il y a pas des Français, il y a pas des forces spéciales françaises, il y a pas des forces spéciales américaines. La guerre en Ukraine, c'est pas les Russes qui l'ont mondialisée, c'est l'OTAN, c'est vous, c'est le bloc occidental. Cette guerre aurait pu être évitée si vous et vos prédécesseurs avaient respecté les accords de Minsk. Je vous rappelle ce qu'a dit Angela Merkel. C'était juste une magouille pour armer, financer et préparer l'Ukraine à la guerre. L'Ukraine était en train de massacrer les populations du Donbass. Poutine a été mis un peu dans un coin et même peut-être piégé par les Américains. Qu'avait-il comme choix que de défendre ces populations? Donc ça, c'est quand même un autre mensonge, un autre raccourci. Je dis pas que les Russes sont gentils, une fois de plus. Je ne dis pas qu'ils ne font pas d'ingérence, ils en font. Et ce n'est pas notre ami, tout comme les Américains ne sont pas notre ami. Et ça, maintenant, vous l'avez remarqué, puisque les Américains ne vous concertent pas. Ils vont faire la paix sans l'Europe. Vous voyez? Donc, redevenons souverains. Mais c'est pas avec l'Europe. Il faut quitter l'Union européenne, quitter l'euro, redevenir français, faire le nettoyage, le ménage chez nous et faire l'Europe des nations avec l'Allemagne et notamment l'Italie qui sont nos partenaires privilégiés. Voilà la solution, Monsieur Macron, la troisième voie. Et ça, c'était impensable pour nous, mais c'est arrivé. Et donc, elle a de fait mondialisé ce conflit. Et puis autre chose, elle a accru sa coopération avec l'Iran. Parce que l'Iran lui a donné des drones, des Donné, je pense pas, vendu plutôt, hein, d'accord? instruments pour se battre qu'on voit sur le théâtre ukrainien. Et en même temps, elle a aidé l'Iran à s'équiper, s'armer, et elle a aidé l'Iran dans son programme nucléaire. Et ça, c'est très grave pour notre sécurité et la sécurité de beaucoup de... Donc les Iraniens veulent aussi envahir l'Europe, c'est ça? Ou là, vous parlez d'Israël? Parce que je pense pas que les Iraniens soient une menace pour la France. Honnêtement, je ne le pense pas du tout. Et non plus les Russes d'ailleurs. La menace pour nous, c'est plutôt ce qui se passe en Afrique. Ingérence russe, là je suis d'accord, et pas de cadeau, là c'est une guerre. Mais il faut plutôt nous rapprocher de l'Afrique, et notamment de l'Afrique du Nord, de nos partenaires, de l'Algérie. Il faut dégager les Russes d'Algérie. C'est ça ce que vous devez faire là, au lieu d'aller humilier tout le monde, raconter des bêtises et faire le fanfaron dans ces pays. Il faut dégager les Russes d'Afrique. Il faut dégager les Russes d'Afrique. Mais ça, il faut traiter les Africains normalement. C'est fini, Rocard, mais bon, pas Rocard, pardon. Rocard, oui, ça c'est fini. C'est fini la France-Afrique. Il faut changer de paradigme. Il faut évoluer. Bon, je vais aller un petit peu, bon, même pas, on va rester là, je vais conclure parce qu'en fait, après, bon, il raconte encore quelques bêtises. Et après, il dit il faut encore cette Europe plus forte, il faut nous unir, etc., face aux Américains, parce que les Américains ne veulent plus nous financer. Les Américains veulent presque pouvoir, par moment, ils menacent de quitter l'OTAN. C'est exact. Mais c'est pas de l'Europe plus forte qu'il faut. Les Polonais n'ont pas acheté de Rafale, Macron. Les Polonais achètent américains. Les Polonais suivent les Américains aux yeux. Enfin, je veux dire, les Polonais, bon, j'ai rien contre les Polonais, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Mais comme ils sont obsédés par les Russes, ils sont les vassaux des Américains. Les Allemands, ils sont pas loin. Ça va peut-être changer maintenant, mais les Américains, en nous coupant les financements de l'OTAN et en nous disant de devenir autonomes, ils nous aident. Mais c'est à nous de le faire, Monsieur Macron. Donc, il faut sortir de ce bourbier. L'Europe n'est pas unie, vous l'avez dit vous-même. Quand vous avez fait votre cloud souverain, aucun pays européen n'en a voulu. L'Union européenne, l'Union, là, je pense au niveau
de l'union des forces n'existe pas. C'est 27 pays qui tirent la couverture à eux. Vous comprenez? Donc il faut quitter ce bourbier, il faut quitter cette Union européenne et redevenir la troisième voie que nous devons être, que nous avons été avec De Gaulle et que nous devons redevenir. Offrir les accords de paix auraient dû avoir lieu à Paris et pas en Arabie Saoudite. Mais pourquoi c'est pas le cas? C'est parce que vous avez suivi l'administration Biden, vous avez suivi ces idées totalement folles. Il faut revenir sur terre, il faut arrêter, il faut redevenir souverain et honnête, un peu plus honnête, à force d'humilier les Russes, à force de les traiter de menteurs, à force d'énoncer des mensonges, à force de mentir comme un arracheur de dents, les Russes ne veulent plus nous parler. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Et les Africains, c'est quasiment pareil. Donc on est en train de tout perdre par notre propre bêtise. Il faut faire le ménage chez nous, monsieur Macron. Il faut faire le ménage chez nous. La responsabilité est la nôtre, elle nous incombe. Il faut arrêter de pointer du doigt le problème chez le voisin et nettoyer chez nous. Nous sommes responsables de beaucoup de nos problèmes. Par moment, il y a de l'ingérence. Par moment, les Américains ou les Russes foutent la merde chez nous. Mais en grande partie, nous sommes responsables de notre situation, aussi bien économique que géopolitique. C'est à nous de nous sortir de ce bourbier en redevenant, comme vous l'avez dit vous-même, souverain à bon entendeur. Salut.